La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'Empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité. C'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai, identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité, sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire ». Et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale, voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible. Émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses. Retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagement, souvenirs, opinion des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations.
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font que t'épuiser, à dire oui par peur de manquer quelque chose. Mais le coût de ce ne rien manquer est de se perdre soi-même. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque avertissait que la vie s'échappe pendant que tu la remplis de ce dont tu n'as pas besoin. La simplicité n'est pas pauvreté, c'est force sélective. Tu choisis ce qui a du sens et tu laisses aller tout ce qui vole de l'énergie et de la clarté. Pratiquer la simplicité est un acte de rébellion intérieure. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de couper avec l'idée que ta valeur dépend de combien tu accumules ou combien d'expériences tu peux montrer. La vraie force se construit dans l'espace que tu laisses libre pour l'essentiel. Tu peux noter la différence lorsque tu nettoies ton environnement et que tu commences à mieux respirer, lorsque tu refuses une invitation inutile et que tu ressens un soulagement dans ton corps, lorsque tu décides de ne pas donner ton avis dans toutes les conversations et que tu remarques que ton esprit devient plus léger. La simplicité n'est pas sacrifice, c'est une stratégie de survie mentale. Ne confonds pas abondance avec plénitude. Ce qui remplit souvent étouffe. Ce qui est en trop stagne. Le véritable exercice stoïque consiste à te poser la question sans peur, cela ajoute-t-il ou cela occupe-t-il simplement de l'espace? Chaque objet, chaque pensée, chaque relation devrait passer ce filtre. Il n'y a pas de bien-être possible dans la saturation, seulement de la fatigue déguisée en activité. Choisis la simplicité, même si cela te dérange, même si tu penses que tu deviens invisible ou moins précieux en ayant moins. La force se remarque dans l'espace que tu défends, pas dans ce que tu accumules. Simplifier n'est pas abandonner, c'est récupérer le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Vivre simplement, c'est vivre fort. L'accumulation est une fuite silencieuse de pouvoir. La simplicité est le muscle de la clarté. Beaucoup d'hommes atteignent un âge où la jeunesse et l'apparence ne servent plus de monnaie d'échange. À ce moment-là, la réalité frappe. Aucun artifice superficiel n'est suffisant pour gagner le respect qu'ils désirent en silence. Ce qui sépare les hommes véritablement admirés des autres n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus d'argent, de muscles ou de charisme fin. C'est le poids invisible de leur caractère qui parle avant eux. Il ne s'agit pas de paraître invulnérable, mais de forger une solidité interne qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. La vérité est inconfortable. Tant que tu cherches une validation à l'extérieur, tu resteras faible à l'intérieur. Le respect et l'attraction authentique ne se négocient pas. Ils se construisent à partir d'une discipline de fer, de la capacité à supporter le coup psychologique de tes décisions, de l'autarcie émotionnelle et de l'honnêteté brutale envers soi-même. L'homme irrésistible n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui sait quand se taire et à quoi il prête attention. Ce n'est pas celui qui fuit son histoire, mais celui qui l'affronte et l'intègre. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour le victimisme. Soit tu te transformes en l'architecte de ton propre respect, soit tu te résignes à l'irrélevance. La maturité est la véritable force. Voici l'invitation. Arrête de te comparer et commence à entraîner le muscle le plus important, ton caractère. Personne ne respecte une façade. Seule la cohérence et le but laissent une empreinte. 1. Cultive le silence comme une force intérieure. La plupart des hommes aujourd'hui échouent parce qu'ils sont incapables de se taire.
Je ne parle pas seulement de la bouche, mais de la compulsion d'opiner, de réagir, de se remplir de distractions et de bruit mental. Il y a une faiblesse chronique chez celui qui ne supporte pas son propre silence, car c'est là que surgissent les vérités inconfortables sur ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous avez laissé pourrir à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas être en silence, vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même. C'est aussi simple que cela. Un homme qui dépend du bruit extérieur, qu'il s'agisse de validation, de divertissement, de réseaux sociaux, du besoin constant d'expliquer ou de justifier chaque mouvement, est un homme qui vit sur la défensive, perdu dans son propre chaos. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est le contrôle absolu sur votre monde intérieur. C'est la capacité d'observer vos impulsions sans agir comme une marionnette de vos émotions. Lorsque vous cultivez le silence, vous entraînez le muscle de la patience et de la clarté. Vous n'êtes pas le premier à sauter pour répondre, à chercher des excuses, à vous plaindre. N'importe qui peut remplir l'air de mots. Très peu ont suffisamment de contrôle pour se taire et écouter, pour analyser avant de faire un pas. Le silence sélectif est l'outil qui sépare l'homme qui dirige de l'homme qui ne fait que réagir. Les excuses pour ne pas pratiquer le silence sonnent toujours de la même manière. C'est comme ça que je suis. Si je ne le dis pas, j'explose. Je dois me défendre. De pures justifications de quelqu'un qui craint de se confronter à lui-même. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous restez silencieux au milieu d'une discussion ou d'un conflit ? Vous réalisez que la plupart des attaques externes n'ont pas de poids, que le véritable défi est de ne pas vous trahir vous-même par une réaction automatique. Être silencieux n'est pas être soumis. C'est refuser de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne construit pas votre respect de soi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa présence. Celui qui maîtrise sa présence impose le rythme de n'importe quel environnement dans lequel il entre. C'est une vérité inconfortable. Votre capacité à vous taire et à observer vous rend imprévisible, difficile à manipuler et beaucoup plus attrayant. La faiblesse se cache derrière le bruit et les mots faciles. La force se forge dans l'espace où personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit lorsque vous avez le contrôle. L'homme qui cultive le silence comme force intérieure devient son propre filtre. Choisis ce qui mérite son énergie et ce qui ne la mérite pas. Arrête d'être esclave de tes mots. Les hommes forts parlent moins et observent plus. Le défi est simple mais brutal. Restez silencieux 2 fois plus longtemps que ce que vous aimeriez. Ressentez le poids de votre silence et apprenez à le porter. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à construire la véritable base de votre respect. 2. Concentre ton attention sur ce qui compte. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone et la première chose que tu remarques est une avalanche de messages, de notifications, de nouvelles que tu n'as pas demandées, d'opinions extérieures, des gens qui se battent pour ton attention depuis la première seconde. Tu vas aux toilettes, tu reviens, tu ouvres une application, tu perds 5 minutes, tu fais du café, tu vérifies à nouveau ton téléphone. Tu sors dans la rue et ta tête est déjà pleine de choses que tu n'as pas choisi de penser, de ressentir ou de porter. C'est la norme pour la plupart. Dispersion, micro-distraction, l'attention fragmentée en 1000 morceaux que tu ne te souviens même plus à la fin de la journée. Mais voilà le piège, car ton énergie ne peut être à un seul endroit à la fois. Si tu laisses l'environnement décider à quoi tu prêtes attention, tu deviens un homme sans direction, à la merci de n'importe quel stimulus bon marché. Le respect que tu crois mériter commence par ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Quand tu prends conscience de cela, tu es obligé de te poser une question inconfortable. À quoi dépenses-tu ta vie, minute par minute ? Il ne s'agit pas seulement de productivité ou du conseil typique de « sois plus efficace ». C'est plus profond que cela. Je parle de la capacité à identifier l'essentiel et à protéger ton attention comme si c'était ta ressource la plus rare. L'homme qui ne sait pas filtrer finit par vivre à crédit, piégé dans l'agenda des autres, contaminé par des informations inutiles et des opinions extérieures. L'attention n'est pas un luxe, c'est la monnaie avec laquelle tu achètes ton propre avenir.
Chaque fois que tu te distrais, que tu te laisses emporter par le courant du trivial, tu accumules une dette invisible envers l'homme que tu veux être. La plupart préfèrent ne pas penser à cela, car cela implique d'accepter qu'ils ont offert des années à la distraction, qu'ils ont permis à l'extérieur de dicter leurs priorités. Mais il n'y a pas de respect, ni pour soi-même, ni pour les autres, pour celui qui ne contrôle pas son attention. Si tu veux vraiment être attirant, tu as besoin d'un esprit qui choisit à quoi il s'engage. Tu ne peux inspirer personne si tu vis de manière dispersée. L'attention est la base de toute construction sérieuse, relation, projet, discipline, même ton bien-être émotionnel. Quand tu as clairement en tête ce qui compte et que tu agis en conséquence, tu commences à montrer un type de sécurité qui ne se feint pas, car elle vient de savoir que ton temps n'est pas en solde. La réalité est brutale, ton attention définit ta vie. L'homme qui contrôle son attention contrôle son destin. Pas besoin de chercher des secrets complexes. Le défi est d'apprendre à dire non, à laisser passer ce qui n'ajoute rien, à ne pas prêter ton énergie à ce qui ne fait que diminuer. Le respect se construit dans le silence, mais se maintient avec attention. Si tu veux que le monde te valorise, commence par protéger ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses grandir dans ta tête. L'attention est ton épée et ton bouclier. Utilise-la avec intention. 3. Fais de la discipline une habitude inébranlable. Je vais être honnête, le mot « discipline » ne m'a jamais plu. Pendant des années, je l'ai évité parce que je l'associais à la punition, à la rigidité, à une sorte de vie sans goût ni marge pour l'imprévu. Je me justifiais en disant que la créativité a besoin de chaos, que la vie est trop courte pour vivre enchaîné à des routines. Mais après suffisamment d'échecs, de déceptions et de promesses brisées envers moi-même, j'ai dû accepter une vérité difficile à digérer. Derrière chaque objectif non atteint, chaque rêve qui s'est flétri dans un coin de mon esprit, se trouvait le manque de discipline. Ce n'était ni le destin, ni la malchance, ni une conspiration de l'univers. C'était une simple incapacité à maintenir des habitudes inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de moi. La plupart des gens cherchent la motivation, mais la motivation est une ressource fugace. La discipline, en revanche, est le mécanisme qui te permet d'avancer même quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu l'analyses de près, tu verras que la discipline n'est pas une question de volonté infinie, mais de prendre des décisions stratégiques concernant ton environnement, tes horaires et tes schémas de récompense. L'erreur la plus courante est de laisser tout à l'improvisation. Penser que tu vas t'entraîner quand l'envie te prend, que tu vas lire quand tu auras du temps, que tu vas atteindre tes objectifs quand tu en auras envie. Cela ne fonctionne pas ainsi avec l'esprit humain. Notre cerveau cherche le chemin le plus facile, le plaisir immédiat, l'évasion au moindre effort. Si tu ne mets pas de barrière, si tu ne conçois pas de rituel qui automatise l'important, tu finis esclave du confort. Il ne s'agit pas d'être un robot. Il s'agit de reconnaître que chaque habitude est un investissement à long terme. Chaque répétition est une brique dans la structure de ton caractère. La discipline n'est pas glamour, c'est de l'ingénierie intérieure. Beaucoup croient que la discipline est synonyme de sacrifice interminable, mais en réalité, c'est le contraire. C'est le seul chemin vers la liberté authentique. Lorsque tu contrôles tes habitudes quotidiennes, l'heure à laquelle tu te lèves, ce que tu manges, la façon dont tu entraînes ton corps et ton esprit, tu commences à remarquer que la vie cesse de ressembler à une collection d'obligations et devient une plateforme de lancement. Les hommes qui n'ont pas de discipline vivent piégés dans une boucle de culpabilité et d'excuses, attendant toujours le moment parfait pour commencer. Ce moment n'arrivera pas. Tu dois le forcer. Fais de la discipline une routine non négociable, pas une exception. La constance, même si elle est inconfortable, est le seul moyen de construire le respect de soi. L'homme véritablement attirant est celui qui tient ses promesses, surtout celles qu'il fait en solitude, quand personne ne regarde. Rien ne génère plus de magnétisme que la fiabilité silencieuse. Il y a une phrase qui ne manque jamais. La discipline est la base de toute transformation.
Si tu laisses chaque jour dépendre de ton humeur, ta vie sera une séquence de débuts et d'abandon. Si, en revanche, tu transformes la discipline en habitude, le progrès devient inévitable, presque automatique. Personne ne forgera ton caractère à ta place. Choisis l'inconfort de la discipline maintenant ou l'amertume d'un futur sans respect. La décision te reviendra toujours. 4. Sois maître de tes émotions, pas leur esclave. Regarde n'importe quel homme dans une salle pleine, non pas pour ce qu'il dit, mais pour la façon dont il réagit lorsque quelque chose le déstabilise. Les émotions, pour la plupart, sont comme un liquide se déversant sur une table inclinée. Il suffit d'un mot, d'un regard, et elles débordent, salissant tout autour. Tu vois les poings serrés sous la table, la mâchoire tendue, un tic dans le sourcil, juste avant de répondre plus fort que nécessaire. Les émotions ne sont pas l'ennemi, mais elles sont un mécanisme qui, si tu ne le maîtrises pas, te maîtrise. La différence entre celui qui gouverne sa vie et celui qui la survit se trouve dans ces secondes microscopiques où quelque chose te provoque, et tu décides si tu vas être maître de ta réaction ou juste un pion de tes impulsions. Contrôler n'est pas réprimer, c'est transformer. C'est transformer la chaleur en direction, la colère en clarté, la tristesse en but. Un homme qui succombe à la colère ou à l'anxiété face à quoi que ce soit qui ne se passe pas comme il le souhaite, a la solidité d'une feuille dans le courant. Personne ne lui fait confiance, même pas lui-même. Il y a un moment presque imperceptible avant l'explosion. Cet instant où tu sens comment le corps se tend, la respiration se raccourcit, le sang monte à ton visage. Beaucoup ne le remarquent même pas. Ils sont déjà en train de dire, de crier, de défendre des positions auxquelles ils n'ont même pas réfléchi, comme s'ils avaient un ressort interne programmé pour sauter. Le véritable respect naît lorsque tu es capable d'identifier ce ressort et de lui mettre un poids dessus. Seuls les hommes immatures croient que l'authenticité est de vomir tout ce qu'ils ressentent sans filtre ni stratégie. La maturité se reconnaît chez celui qui peut tout ressentir, mais ne se laisse pas emporter par quoi que ce soit. Si tu veux te respecter et que les autres te respectent, tu dois pratiquer l'art de t'arrêter, d'observer l'émotion sans en faire ton identité. Tu n'es pas ta colère, ni ta peur, ni ton euphorie. Tu es celui qui décide quoi en faire. L'autosuffisance émotionnelle est une compétence entraînable. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, ni de porter un masque de dureté. Il s'agit de comprendre que chaque émotion est un message, pas un ordre. Tu peux ressentir de la déception sans la transformer en ressentiment, de la frustration sans tomber dans l'autocompassion, du désir sans en être l'esclave. Les émotions n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Le respect de soi et l'attraction authentique commencent lorsque tu deviens le gardien de ce pouvoir. Tu n'es pas tes impulsions, tu es l'architecte de tes réponses. Cela, et rien d'autre, est la force. Ne te laisse pas emporter chaque fois que le monde te pousse. Entraîne la pause, la réflexion, la transformation. L'homme qui se retient au moment de la pression maximale est le seul véritablement libre. 5. Fais les paix avec ton histoire personnelle. Ta pire faiblesse est de continuer à croire que ton histoire personnelle te définit pour toujours. Peu importe le nombre de réalisations que tu accumules, si tu traînes la honte, la haine ou la culpabilité de ce que tu as été, tu ne relèveras jamais vraiment la tête. Les hommes les plus médiocres que je connais sont ceux qui vivent enchaînés à leur passé, justifiant chaque échec actuel par de vieux traumatismes, des erreurs d'autrui ou la fantaisie de « je n'avais pas le choix ». Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la lâcheté déguisée en autocompassion. Personne ne te doit rien pour ce que tu as souffert, ni pour ce qui t'est arrivé de mal. Continuer à utiliser ton histoire comme excuse ne fait que prouver que tu préfères être otage plutôt qu'architecte de ton présent. Si un homme adulte continue à blâmer sa famille, une ex, le pays ou l'époque dans laquelle il est né pour ce qu'il est aujourd'hui, il a décidé d'abdiquer son pouvoir. Et la vie ne respecte pas ceux qui se rendent avant de se battre. Fais les paix avec ton histoire, ou elle te fera payer tous les jours.
Le passé n'est pas une condamnation, c'est une matière première. Si tu continues à regarder ta vie à travers le filtre de ce que tu n'as pas eu, de ce qu'on ne t'a pas donné ou de ce que tu as perdu, tu ne feras que répéter le même cycle d'auto-apitoiement et de sabotage. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures. Tu n'es pas intéressant à cause de tes cicatrices. Tu deviens précieux seulement lorsque tu es capable de regarder tout ce qui t'est arrivé, le bon et le pourri, et de décider ce que tu vas en faire maintenant. L'acceptation radicale n'est pas de la résignation, c'est une brutalité lucide. Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai, et à partir d'ici, personne ne va écrire mon scénario sauf moi. Ceux qui séduisent par la victimisation finissent par attirer la pitié, jamais le respect ni l'admiration. Les gens perçoivent qui marche en traînant des chaînes invisibles et qui se lève malgré le poids de sa propre biographie. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de négocier avec ton passé et assumes le coup d'être toi-même, sans histoire ni déguisement. Si ton histoire te humilie, utilise-la comme moteur, pas comme frein. Si ton histoire te fait honte, transforme-la en preuve que tu as survécu. Mais il est temps d'arrêter de chercher du réconfort dans le récit selon lequel tu as fait ce que tu as pu. Le respect ne se construit pas sur des excuses, il se bâtit sur des décisions difficiles. L'homme attirant n'est pas celui qui nie son histoire, c'est celui qui l'intègre, apprend et avance sans demander la permission. Fais les paix avec ton histoire, où tu voles la puissance de tout ce que tu peux devenir. Il n'y a de présent que pour celui qui enterre ses excuses. Ton passé n'est pas une sentence, c'est du matériel de construction. La différence entre admiration et pitié réside dans la façon dont tu te rapportes à ce que tu as vécu. Décide. 6. Cherche la vérité, même si cela dérange. La plupart des hommes ne échouent pas par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils préfèrent se mentir plutôt que d'affronter la vérité qui dérange. C'est la racine de presque toute médiocrité. L'auto-tromperie systématique, l'habitude d'adoucir, de cacher ou de rationaliser ce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a une force brutale à regarder en face ses faiblesses, mais peu osent le faire car la vérité n'a pas de compassion. Elle t'oblige à accepter que tu n'es pas aussi discipliné que tu le pensais, que ton caractère a des fissures, que beaucoup de tes décisions ont été lâches ou automatiques, que tu répètes des schémas que tu as juré de surmonter. L'homme ordinaire choisit le soulagement de l'ignorance. Il préfère masquer le malaise, blâmer le contexte, embellir le récit de sa vie jusqu'à se convaincre que tout est sous contrôle. Mais ce soulagement est un luxe coûteux. Tôt ou tard, la facture arrive et les intérêts se paient sous forme de respect de soi perdu, de relations qui se brisent, de rêves qui pourrissent dans le silence. La vérité a le poids inconfortable de l'irréversible. Une fois que tu la vois, tu ne peux plus revenir en arrière sans te trahir. Chercher la vérité, même si cela fait mal, est une habitude qui commence dans l'intime. La façon dont tu justifies tes vices, la manière dont tu édites ton histoire pour ne pas ressentir de honte, le mécanisme invisible par lequel tu te convaincs que tu le surmonteras un jour, tout en continuant à reporter l'essentiel. L'esprit est expert dans la fabrication d'excuses, dans la distorsion de la réalité pour protéger ton image fragile de toi-même. Mais chaque mensonge que tu te racontes est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton potentiel. Le stoïcisme n'est pas seulement résister à la douleur extérieure, c'est avoir le courage de désarmer tes propres illusions, d'identifier les filtres avec lesquels tu juges les autres et toi-même, et d'accepter que ton ego est souvent le pire conseiller. La véritable liberté commence lorsque tu es capable de te dire la vérité sans embellissement, sans anesthésie émotionnelle. Le respect et l'attraction que tu cherches naissent de cette transparence radicale. L'authenticité n'est pas de te déclarer parfait, c'est de montrer que tu as la capacité d'affronter ce que tu es et malgré tout, décider de grandir. Aucun homme ne peut diriger, inspirer ou aimer véritablement s'il ne s'est pas entraîné à l'inconfort de l'auto-examen honnête. La vérité ne négocie pas avec tes désirs. Ce que tu n'oses pas regarder te contrôle depuis l'ombre. Tu peux construire une façade pendant des années,
mais l'intégrité ne se forge que lorsque tu choisis la vérité, même si cela détruit une partie de ton ancien récit. Ne cherche pas de réconfort dans des explications confortables. Cherche la rudesse de ce qui est. Entraîne ce muscle. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, tu deviens plus solide à l'intérieur, moins manipulable et beaucoup plus respectable. La maturité commence lorsque tu cesses d'avoir peur de ce que tu es capable de voir. 7. Donne sans attendre de reconnaissance. Tu marches dans la rue et quelqu'un te demande une direction. Tu expliques sans rien attendre. Ou tu paies le café au bureau et ton collègue ne le remarque même pas. Tu fais une faveur, un geste, un effort supplémentaire et bien souvent le silence est la seule réponse. À l'intérieur, quelque chose bouge. Une partie de toi aimerait au moins un merci, un regard de reconnaissance, un petit paiement invisible qui compense l'effort. Le mécanisme est simple. Depuis l'enfance, on nous apprend à associer valeur avec récompense, avec attention, avec la confirmation que ce que nous faisons a un écho à l'extérieur. Mais voici le piège. Si ta générosité dépend de la validation externe, elle ne sera jamais plus qu'un investissement intéressé. Et ce calcul, aussi petit soit-il, devient une fracture dans le caractère. L'homme qui donne seulement en attendant en retour du respect, de l'affection ou de la visibilité, hypothèque son énergie à la réaction des autres. C'est un mécanisme de dépendance qui l'enchaîne à l'opinion d'autrui, même s'il le nie. La conséquence est évidente. Chaque fois que la reconnaissance n'arrive pas, une sensation de dette émotionnelle, de frustration s'installe, comme si on lui devait quelque chose qu'il n'a jamais convenu ouvertement. Ainsi, le ressentiment s'accumule, le cynisme, une sorte de fatigue morale qui finit par drainer la volonté de continuer à donner. C'est pourquoi la plupart deviennent avares de leurs actes. Ils n'aident que là où ils voient l'applaudissement ou le retour assuré. Le résultat est une médiocrité en chaîne. La décision stratégique est autre. Donner sans rien attendre, agir selon un code interne qui ne soit pas négociable en fonction de la réaction de l'environnement. Non pas parce que tu es un saint, ni pour rechercher une supériorité morale, mais parce que tu comprends que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être maître de tes propres standards. Seul celui qui donne par conviction, sans l'urgence de la reconnaissance, entraîne une autonomie réelle. Son estime de soi ne se gonfle ni ne se dégonfle en fonction de la réponse des autres. Il y a une différence abyssale entre donner parce que c'est le moment et donner parce que tu as décidé de devenir la source, non le mendiant de l'appréciation des autres. Si tu deviens la source, ton respect de soi grandit, car tu sais que personne ne peut te voler l'essentiel. La décision d'agir selon tes valeurs, pas selon la gratitude que tu reçois, c'est la racine de la véritable autorité. Donner sans attendre est la forme la plus élevée de liberté. Tu n'as pas besoin de témoins pour vivre en cohérence. L'impact que tu génères lorsque tu agis ainsi est beaucoup plus profond et durable, même s'il passe inaperçu en surface. Au final, ce que tu donnes sans attente est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le reste est du commerce émotionnel déguisé. Entraîne-toi à briser le réflexe de regarder autour de toi en attendant une réponse. Donne parce que tu peux, parce que tu choisis de le faire, parce que c'est ainsi que tu te construis. Le reste est accessoire et l'admiration sincère arrive seulement quand tu n'en as pas besoin. L'homme qui donne sans facturer des faveurs est toujours au-dessus de la dette sociale. Ton héritage ne se mesure pas en applaudissements, mais en ce que tu laisses sans réclamer. C'est la différence entre un homme libre et un homme dans le besoin. 8. Trouvez et suivez un but personnel. Je vais dire quelque chose qui est difficile à admettre à voix haute. Pendant des années, j'ai porté un sentiment persistant d'être de trop, comme si ma vie était une séquence de mouvements automatiques, des routines recyclées, des engagements que je n'avais jamais vraiment choisis. J'entrais dans un bureau, je saluais avec un sourire forcé, je m'asseyais devant un écran et je sentais la journée glisser sans laisser de traces.
C'était comme si l'énergie s'échappait par une fissure invisible, non pas par manque de force physique, mais parce qu'au fond, il n'y avait aucune direction concrète qui me faisait serrer les dents et dire « Maintenant oui, je fais ça pour moi, pas pour le scénario que quelqu'un d'autre a écrit ». Quand je regardais d'autres hommes dans la rue, je pouvais voir le même geste, le regard perdu en attendant le métro, le dos légèrement voûté, les yeux rivés sur n'importe quel écran pour ne pas affronter le vide laissé par des journées sans sens. Le corps le sait avant l'esprit. Les épaules pèsent, la voix s'éteint, les projets restent dans les tiroirs parce que l'essentiel ne brûle pas à l'intérieur. Et là, j'ai compris que le respect que tu cherches à l'extérieur n'apparaît que lorsque tu as quelque chose pour lequel tu es prêt à être inconfortable, à rester seul, à échouer en sachant que l'échec en vaut la peine si c'est pour quelque chose qui t'appartient. Il n'y a pas de magnétisme chez celui qui se déplace par imitation, juste une répétition fatiguée de ce qu'il faut faire. Le but personnel n'est pas une révélation mystique ni une étiquette de développement personnel. C'est une décision constante. Définir pourquoi tu te lèves, ce que tu refuses d'abandonner, même si tout devient difficile. Quelle est la cause pour laquelle tu tolères l'inconfort et supportes le poids de l'incertitude? Tu le ressens physiquement. La respiration devient plus profonde lorsque tes actions comptent. La fatigue pèse moins. Les jours semblent avoir un tranchant et une texture au lieu d'être une masse amorphe d'obligations. L'homme sans but dérive. Il est facile à manipuler parce qu'il n'a pas de filtre réel. N'importe quelle tendance, n'importe quelle pression extérieure, n'importe quelle urgence d'autrui s'infiltre dans son agenda et le rend invisible même pour lui-même. Mais il suffit de décider d'une direction, même si elle est imparfaite, pour commencer à marcher différemment. Les amis le remarquent, le partenaire le ressent, même les adversaires perçoivent qu'il y a quelque chose d'intransigeant dans ta façon de te mouvoir. Le but est le seul antidote réel contre la sensation que tout n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission de le choisir. Personne ne viendra te montrer le chemin qui en vaut vraiment la peine. Il n'y aura pas non plus de garantie de succès. Mais si tu t'entraînes à le suivre malgré la fatigue, les critiques, tes propres sabotages, tu commences à construire une autorité qui ne dépend ni de diplôme ni de titre, mais de la cohérence quotidienne. L'homme qui a un but ne négocie pas son énergie. C'est la différence entre celui qui vieillit en attendant et celui qui laisse une empreinte. Décide pourquoi tu vas te donner à fond et suis-le, même si tout tremble autour de toi. Le reste est du remplissage. 9. Construire le respect à travers la cohérence. Mets-toi devant un détecteur de mensonges, mais sans fils ni machine. Ton propre corps réagit chaque fois que tu agis contre ce que tu dis ou penses. La sueur froide lorsque tu acceptes un accord que tu méprises, l'inconfort dans l'estomac lorsque tu souris à quelqu'un que tu détestes, la fatigue brutale après une journée pleine de petits pactes rompus avec toi-même. Personne n'a besoin de te découvrir. Tu paies déjà le prix sous forme d'anxiété, d'insomnie, de fatigue et de cette sensation de te trahir à crédit. L'incohérence est une fuite invisible qui draine ton estime de soi et te laisse vide à l'intérieur, même si extérieurement tu sembles fonctionnel, poli, voire réussi. Ce n'est pas le stress du travail, ni le manque d'opportunités qui te brise. C'est l'accumulation de ces petites concessions, ces décisions que tu justifies par des phrases confortables comme « ce n'est pas si grave »,« c'est comme ça que fonctionne le monde »,« demain je ferai différemment ». Mensonge. Le monde écrase ceux qui négocient leur intégrité pour une acceptation bon marché. Chaque fois que tu choisis le facile plutôt que le juste, tu renforces un mécanisme d'autodépréciation qui se voit dans ton regard, dans ta voix, dans ta posture. Si tu veux du respect, commence par arrêter de négocier avec toi-même comme si ta parole n'était qu'un papier mouillé. La plupart des gens craignent tellement l'inconfort social qu'ils deviennent des spécialistes de l'auto-justification. Je le fais pour ma famille. C'est juste un travail. Personne n'est parfait. Excuse de ceux qui préfèrent le confort d'un dimanche éternel à l'inconfort de se tenir à ce qu'ils croient, même si cela entraîne rejet, solitude
ou sacrifice. Ce n'est pas de l'adaptation, c'est de la lâcheté. L'homme cohérent dérange parce qu'il ne se déplace pas au rythme du groupe. Il n'a pas besoin d'expliquer ni d'embellir ses décisions. Sa présence pèse parce qu'il n'y a pas de fracture entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette congruence est magnétique, car elle est rare. La cohérence ne s'achète pas. Elle se construit avec chaque décision inconfortable. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il te coûte de te regarder dans le miroir après avoir cédé à ce que tu méprises, voici la réponse. Ton inconscient ne négocie pas avec les excuses, il enregistre seulement les faits. Il n'y a pas de respect de soi pour celui qui vit en contradiction. Tu peux gagner de l'argent, des amis et des abonnés en feignant une version de toi qui n'existe pas. Mais l'usure se fait sentir et, tôt ou tard, le château s'effondre. La véritable autorité intérieure se forge lorsque tu choisis l'inconfort de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, lorsque tu te tais face au commérage, lorsque tu ne participes pas à des jeux déloyaux, lorsque tu dis non même si cela te coûte plus cher. La cohérence est la discipline des adultes. Il n'y a pas de raccourci ni de motivation magique. Juste la pratique quotidienne de ne pas te trahir, de transformer tes valeurs en action, de mettre ton énergie là où se trouve ta parole. Le respect se voit dans ton dos droit, dans ton regard clair, dans ta capacité à supporter le coup d'être toi-même, même dans les petites choses. Un homme qui vit en cohérence ne se sent jamais en dette. Si tu veux que le monde te prenne au sérieux, tu dois d'abord te prendre au sérieux, sans rabais, sans double discours et sans demander pardon pour te tenir à ce en quoi tu crois. 10. Fais du caractère ton plus grand attrait. Le caractère est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Tu peux perdre ton emploi, ton partenaire, ta jeunesse, même ta réputation. Mais si ton caractère est solide, tu as toujours quelque chose qui te soutient, même lorsque tout le reste s'effondre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de définir ce que signifie avoir un caractère fort. Ils le confondent avec le tempérament, l'entêtement ou simplement le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais le vrai caractère est autre chose. C'est l'architecture invisible derrière chaque décision lorsque personne ne te regarde. C'est la cohérence qui maintient tes valeurs alignées avec tes actes, même lorsque cela implique de payer un prix social ou de rester temporairement à l'écart. Ce qui rend un homme irrésistible, ce n'est pas la perfection, mais la fiabilité interne. Ce sentiment que même si l'environnement exerce une pression, il ne négocie pas ce qui fonde sa dignité. L'attraction authentique naît de cette sécurité silencieuse, de la certitude qu'il ne se trahira ni par plaisir immédiat, ni par peur du rejet. Regarder à l'intérieur sans filtre est inconfortable, car cela t'oblige à voir les parties de toi-même que tu préférerais maquiller ou ignorer. Le caractère ne se hérite pas et ne se simule pas. Il se forge à travers des frictions quotidiennes, de petits choix où l'option facile est souvent de te trahir un peu pour t'intégrer ou éviter le conflit. L'auto-analyse honnête révèle combien de fois tu as cédé à la pression, combien de fois tu as faim pour plaire, combien de fois tu as trahi tes propres convictions pour le confort du groupe. Chacune de ces concessions laisse une empreinte, une fatigue subtile qui se transforme en manque de confiance en soi. C'est là le mécanisme le plus cruel. Plus tu te trahis, plus tu as besoin de la validation extérieure, plus tu dépends de cette approbation, plus tu es éloigné de la véritable force. Et l'ironie est brutale. Le respect et l'attraction ne viennent que lorsque tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. L'entraînement du caractère commence le jour où tu cesses de chercher des excuses et assumes que ta parole, ton jugement et tes limites sont ta seule garantie de respect, tant pour toi-même que pour les autres. Ce n'est pas un processus confortable ni linéaire. Tu vas sentir le poids de la solitude, le bourdonnement des doutes, la tentation constante de rabaisser tes standards pour rendre la vie plus facile. Mais chaque fois que tu choisis ce qui est difficile parce que c'est juste, chaque fois que tu maintiens ton jugement, même si ta voix tremble, tu renforces un muscle interne qui n'est pas visible, mais qui se perçoit dans tout ce que tu fais.
L'homme qui fait du caractère son plus grand attrait n'a pas besoin de feindre la sécurité ni d'embellir son histoire. Sa présence suffit. Le caractère authentique impose le respect avant même de prononcer un mot. C'est la différence qui laisse une empreinte, celle qui ne vieillit pas, celle qui survit à toute mode ou crise externe. Si tu veux un véritable magnétisme, commence par entraîner le courage d'être toi-même, même si personne n'applaudit. Tout le reste est un décor qui s'effondre au premier vent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». Ce n'est pas le silence qui te rend le contrôle après une rupture, même si beaucoup veulent y croire. La vérité inconfortable est que cesser de répondre, couper le contact ou disparaître ne te rend pas plus fort. Cela te donne seulement l'illusion d'avoir le pouvoir, tandis qu'à l'intérieur, tu es toujours attaché à l'attente d'une réaction ou d'un regret de l'autre. Le stoïcisme n'a jamais été une question de punir l'autre par l'absence, mais de comprendre le mécanisme le plus simple et brutal de l'autogouvernance. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. La tentation d'utiliser le contact zéro comme arme est énorme, car cela semble facile et te donne l'espoir que l'autre souffre comme toi. Mais c'est là que réside le véritable coup psychologique. Tant que ton énergie tourne autour de ce que l'autre pense, rien ne change en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te manque pour retrouver ta valeur. Celui qui transforme réellement sa vie ne cherche pas à impacter l'autre, mais à fracturer la dépendance émotionnelle en lui-même. Le silence n'est pas une fin. C'est juste le premier filtre pour arrêter le bruit extérieur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce vide. La véritable victoire n'est pas que l'on te supplie de revenir, mais que cela ne t'importe plus. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de prouver, par des actes et non par l'absence, que tu as changé au point de ne plus être la même personne qui a été blessée. La douleur devient discipline, et la discipline devient liberté. Quand ton avancée est irréversible, il n'y a rien qu'il puisse te rendre. Ne cherche pas à ce qu'on te manque, cherche à ne jamais en avoir besoin. 1. Cherche ta croissance, pas la réaction des autres. La vérité est celle-ci, si tu es constamment préoccupé par la réaction de l'autre, tu restes lié. Peu importe combien tu t'efforces de feindre l'indifférence, ni à quel point tu crois que ton silence est impeccable. Si ce que tu fais a pour but de provoquer ou de manipuler la réponse de celui qui t'a blessé, tu continues à danser au rythme de sa volonté. Ce n'est pas du pouvoir, c'est une dépendance déguisée. Grandir, ce n'est pas attendre que l'autre ressente ton absence, ni alimenter la fantaisie que son monde s'effondre parce qu'il ne t'a pas. Ce compte, seul ton ego blessé y croit, celui qui a besoin de validation et de vengeance parce qu'il n'a pas encore compris où se trouve la véritable force. La croissance n'est pas un spectacle, ni une punition, ni une revanche. C'est un processus silencieux, parfois brutalement inconfortable, qui ne se négocie pas avec l'espoir que l'autre se repente ou revienne à genoux. Il ne s'agit pas de savoir qui ignore le mieux, ni qui fait le plus souffrir. Il s'agit de rompre l'addiction à la reconnaissance des autres, de cesser de mesurer ta valeur par des réactions extérieures, de lâcher la fantaisie du contrôle. Si ton contact zéro n'est qu'un déguisement pour ta colère et ton besoin d'approbation, la seule chose que tu obtiens est de te cramponner à la même blessure. La liberté n'arrive pas parce que l'autre souffre, mais parce que tu cesses de nécessiter une réaction de sa part. La mentalité stoïque n'est pas de cesser de ressentir, mais de cesser d'obéir à l'impulsion de punir ou de manipuler les autres par ton comportement. Si ta guérison dépend de ce qui se passe en dehors de toi, alors ta vie reste hypothéquée à des décisions que tu ne contrôles pas. Voilà le piège. Tu préfères investir de l'énergie à imaginer comment se sent l'autre, plutôt que de faire face au travail difficile de te transformer. N'es-tu pas fatigué de déléguer ton bien-être à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas le préserver? Ton pouvoir n'est pas dans l'impact que tu as sur l'autre, mais dans la distance que tu parviens à mettre entre tes actions et ses attentes. Il y a une phrase que tu dois te rappeler. Ta croissance t'appartient, la réaction de l'autre est sans importance.
Personne ne peut te retirer ce que tu construis vraiment à l'intérieur, peu importe combien il l'ignore, le critique ou le méprise. Le silence n'est utile que lorsqu'il est un espace pour entraîner ton caractère, pas lorsqu'il est un cri déguisé. Cesse de te mentir. Perdre du temps à attendre la réaction des autres ne fait que retarder ton progrès. La seule dette en suspens est envers toi-même. Tu veux un vrai pouvoir. Entraîne ton esprit à cesser de nécessiter les applaudissements ou les pleurs de celui qui ne compte plus. Cesse de mendier des miettes de réaction. Commence à construire des fondations d'intégrité. La croissance qui compte est celle qui te libère, pas celle qui te lie à une attente éternelle. 2. Concentre ton énergie sur ta transformation. Tu es surpris de te voir répéter les mêmes rituels quotidiens. Tu vérifies ton téléphone discrètement, tu repasses mentalement chaque mot que tu as dit ou que tu as omis de dire. Tu cherches des signes dans les messages absents. Peut-être que tu passes devant le miroir et tu te demandes si ton visage reflète le calme que tu essaies de montrer, tandis qu'à l'intérieur, tu es toujours coincé dans un combat invisible. Ce n'est pas seulement le silence qui pèse, mais l'énergie que tu continues d'investir dans ce qui n'est plus là. Cette énergie est une ressource finie et souvent tu la dépenses à alimenter une histoire où tu es la victime ou le bourreau, mais rarement le protagoniste de ta propre transformation. Le vrai travail commence lorsque tu cesses de regarder vers l'extérieur et que tu te demandes, avec une brutalité honnête, dans quoi tu as investi tes jours. Le piège le plus courant est de croire que guérir dépend du temps ou de l'oubli, alors qu'en réalité, cela dépend de ce sur quoi tu choisis de concentrer chaque pensée, chaque réaction, chaque petit acte qui te définit. C'est ici que la philosophie stoïque n'est pas seulement une théorie lointaine, mais un exercice constant d'autosurveillance. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur, ni de supprimer les émotions. Il s'agit de cesser d'alimenter la blessure avec des attentes extérieures. Si tu continues d'attendre que l'autre réagisse, tu restes figé dans la version de toi-même qui a été blessée. Ton énergie, qui pourrait être le carburant pour grandir, se perd dans un compte à rebours qui ne finit jamais. La vraie question est, que pourrais-tu construire si toute cette énergie obsessionnelle était investie dans la compréhension de toi-même, dans le développement de nouvelles compétences, dans la découverte des parties de toi qui ont besoin d'être renforcées? Il y a un poids qui ne se libère que lorsque tu décides de ne plus porter le souvenir du dommage comme excuse pour ne pas avancer. La transformation personnelle n'est ni automatique, ni instantanée, ni confortable. Elle exige que tu affrontes tes propres faiblesses, la paresse émotionnelle, la tendance à chercher des coupables plutôt que des solutions. Tu n'as pas besoin que le monde voie ton changement. L'important est que tu sois témoin de ta propre reconstruction. Le silence n'a de sens que si tu l'utilises comme un espace pour entraîner ton caractère comme un muscle et non comme une tranchée. Personne ne viendra te sauver de l'effort de te transformer. Il n'y a pas de raccourci ni de validation externe qui puisse remplacer le travail intérieur. La guérison est une responsabilité personnelle, pas un spectacle pour les autres. Chaque petite décision que tu prends aujourd'hui, depuis la façon dont tu fais face à une émotion, jusqu'à la manière dont tu te parles, est un investissement qui s'accumule ou une dette que tu continues de traîner. Si tu veux un pouvoir réel, commence par concentrer ton énergie sur le seul terrain que tu contrôles, ta propre croissance. Cesse d'hypothéquer ta paix au comportement de l'autre. Choisis d'investir en toi, même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre. Car la seule transformation qui compte est celle qui te permet de cesser de réagir et de commencer à choisir. 3. Le silence n'est qu'un premier pas. Je l'avoue, pendant longtemps, j'ai cru que garder le silence suffisait, qu'il suffisait de fermer la bouche et de couper tout canal de communication pour me sentir fort ou en contrôle. Je me répétais que le silence était mon bouclier, ma manière de prouver que cela ne m'affectait plus. Mais au fond, ce que je faisais n'était qu'éviter le conflit visible tout en continuant à alimenter le conflit invisible. Le silence, à lui seul, est un mécanisme primaire, presque instinctif. C'est le premier mouvement quand tu ne sais pas comment répondre sans perdre plus que ce que tu as déjà perdu. Mais voici le piège.
Le silence, sans travail intérieur, n'est qu'une pause, pas une solution. C'est un bouton stop dans un cycle qui continue de tourner à l'intérieur. Le véritable défi commence après, quand tu dois décider ce que tu vas faire avec tout cet espace qui s'ouvre entre toi et l'autre personne. Le remplis-tu de ressentiment, de fantasmes de revanche, ou l'utilises-tu pour construire quelque chose de radicalement différent en toi? Analyser ce qui se passe dans ce vide révèle beaucoup sur ta position réelle. Si tu cherches seulement le silence pour ne pas t'exposer, pour garder l'apparence de force, alors tu continues à agir par peur et par besoin de te cacher. Faire taire l'autre ne signifie pas faire taire l'influence qu'il a sur toi. C'est là que la plupart échouent. Ils croient que le contact zéro suffit parce qu'il coupe le bruit extérieur, mais ils ne réalisent pas que le bruit intérieur peut devenir assourdissant. Le silence n'est qu'un seuil. La complexité vient après, quand tu commences à faire face à tes propres mécanismes de déni, aux arguments que tu inventes pour te justifier et aux excuses qui te maintiennent sur le même point. Sans autocritique, le silence n'est qu'une évasion. Sans transformation, c'est juste un masque de plus. La stratégie stoïque vise un autre type de processus. Elle ne te dit pas de te taire pour paraître dominant, mais d'utiliser le silence comme un espace fertile où tu peux observer tes schémas, reconnaître tes réactions automatiques et commencer à démonter chacun des mécanismes qui te lient. Ici, l'auto-tromperie ne sert à rien, car chaque minute que tu passes à penser à la réaction de l'autre est un temps investi dans ta propre faiblesse. Le silence authentique est celui qui te permet de voir clairement où tu dépenses ton énergie mentale, dans quelles pensées tu te bloques et quelles sont les impulsions que tu aimerais contrôler mais que tu ne peux pas encore. Transformer le silence en quelque chose d'utile implique une séquence inconfortable de décisions. Choisir quelles pensées méritent ton attention, identifier les pièges de ton propre discours intérieur, cesser d'alimenter la narration de victime ou de justicier. La différence réside dans l'utilisation que tu fais de cet espace. Tu peux rester figé, attendant que l'autre remarque ton absence, ou tu peux utiliser ce même silence pour réécrire tes propres habitudes et renforcer des parties de toi que tu as toujours mises de côté. Ici, une honnêteté brutale est requise. Chaque pensée que tu répètes est un investissement ou une dette. Le silence n'est pas une victoire, c'est un terrain neutre. Le véritable progrès se produit lorsque le silence devient laboratoire, pas prison. Personne ne grandit simplement en se taisant. Tu ne grandis que lorsque tu transformes le silence en autoconscience et en action réelle. Le premier pas est de se taire, le suivant est de te transformer. Le silence sans travail n'est qu'une longue pause. La transformation commence lorsque tu utilises cette pause pour construire une version de toi qui n'attend plus rien de l'autre. 4. Change pour toi, pas pour les autres. Tu vois quelqu'un sculpter une figure en bois avec une patience féroce. Chaque copeau qui tombe, chaque marque sur la surface révèle moins de la douleur originale et plus de la nouvelle forme qu'il décide d'imposer. Il ne se demande pas si le morceau de bois se souvient du coup, ni si la poussière au sol se réunira un jour avec la pièce principale. Il est uniquement concentré sur la sculpture qui émerge, répondant seulement à son propre rythme et à sa main ferme. Ainsi doit être ton changement, pas une réaction automatique à ce qui t'a été fait, mais une œuvre délibérée qui n'a besoin ni de témoins, ni d'approbation. Lorsque toute ton énergie est dirigée à montrer à l'autre que tu ne t'en soucies plus, tu restes enchaîné par le reflet de son regard, piégé dans la salle d'attente d'une validation qui n'arrive jamais. Changer pour soi exige une brutalité d'honnêteté. Les gestes vides, les changements forcés par le ressentiment ou pour prouver quelque chose, finissent par être un déguisement inconfortable qui se défait à peine la lumière de la scène s'éteint. Il y a une différence abyssale entre transformer ta vie parce que tu le veux et le faire pour provoquer une réponse. Le premier est un acte de maturité, un investissement à long terme dans ton propre caractère. Le second, un pari court et épuisant, car tu n'auras jamais le contrôle sur la réaction des autres. Celui qui change pour les autres vit en attente des applaudissements ou du mépris, n'a jamais de paix, ne se repose jamais.
Celui qui change pour lui-même, en revanche, commence à réaliser que la véritable force ne se mesure pas au silence qu'il parvient à imposer, mais à la cohérence qu'il maintient quand personne ne le regarde. Cela devient évident dans de petits détails. La façon dont tu te lèves le matin, la discipline avec laquelle tu te parles quand tu tombes, la manière dont tu choisis à quelle pensée donner un foyer et à lesquelles fermer la porte. Le changement réel est privé et parfois silencieux jusqu'à l'invisibilité. Il n'exige pas que le monde l'observe ni que le passé le reconnaisse. L'ironie est que plus tu t'obsèdes sur l'impact que ta transformation peut avoir sur l'autre, moins ton processus est authentique et plus ton avancée devient fragile. La croissance qui compte ne laisse pas de place au théâtre. Si tu veux la liberté, lâche la nécessité que quelqu'un d'autre le remarque. Change pour toi, même si personne ne t'applaudit. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui reste lié au cycle des attentes des autres. Arrête de regarder vers l'extérieur en cherchant une réaction. Regarde à l'intérieur et demande-toi si le chemin que tu prends contribue à ta propre intégrité, si la discipline que tu cultives naît de la conviction ou du ressentiment. La douleur, quand tu l'utilises bien, est l'outil avec lequel tu sculptes une version de toi-même qui ne dépend pas de la mémoire du dommage. Ne poursuis pas l'écho de ton absence dans la vie des autres. Sois présent dans ton propre processus. La transformation authentique n'a pas besoin de public. C'est le seul changement qui ne se renverse pas. 5. Rends ton avancement irréversible. Rien ne change si tu restes le même. Tu peux couper le contact, effacer des messages, bloquer des numéros et mettre en place toute la mise en scène du détachement, mais tant que ton esprit continue de fonctionner selon les mêmes vieilles règles, tout ton avancement est réversible, fragile, superficiel. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Si ta croissance dépend du fait que l'autre ne réapparaisse pas, tu restes prisonnier de son ombre. Prends tes responsabilités une bonne fois pour toutes. Chaque fois que tu répètes des excuses sur la difficulté de lâcher prise, la seule chose que tu démontres, c'est que tu préfères le confort de ton propre stagnation plutôt que le vertige d'avancer sérieusement. Personne ne va te donner la vie que tu veux. Personne ne viendra briser la routine que tu refuses de démonter. Si tu continues d'attendre que quelque chose d'externe t'oblige à bouger, alors ta récupération n'est qu'une pause fragile qui s'effondre dès que l'autre traverse ton esprit ou ton chemin. L'avancement irréversible ne se produit pas par accumulation de jours en silence ou par le nombre de fois où tu réussis à retenir un message que tu n'as jamais envoyé. Cela se produit lorsque tu ajustes le mécanisme interne que tu utilisais pour mendier de l'attention. C'est brutal, oui, car cela t'oblige à cesser de blâmer les autres pour ta dépendance et à regarder en face la partie de toi qui se complaît dans la faiblesse. Ici, il n'y a pas de place pour les discours d'autocompassion. Si tu veux vraiment couper le cycle, tu dois être impitoyable avec tes propres habitudes, avec cette habitude de chercher dans le passé une excuse pour ne pas construire l'avenir. Ce qui te retient n'est pas la douleur, c'est ton addiction à l'ancienne version de toi-même, celle qui trouve toujours des arguments pour ne pas avancer. Arrête de te mentir. Celui qui change vraiment ne laisse pas de porte entrebâillée ni ne garde de clé de rechange pour revenir en arrière. La véritable croissance n'admet pas de recul. Si tu veux du pouvoir, commence à prendre des décisions inconfortables et maintiens-les jusqu'à ce que la tentation de revenir soit sans importance. Prouve par des actes que ton avancement ne dépend ni de la vigilance des autres, ni de la peur de la rechute. Mets-toi mal à l'aise. Change tes routines, détruis les rituels que tu utilisais pour te sentir en sécurité dans ton propre auto-illusion. Renonce à la satisfaction que l'autre remarque ton absence. Le progrès irréversible ne se proclame pas. Il se construit en secret, à l'épreuve de tes propres faiblesses. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais un muscle. Répète l'effort jusqu'à ce que la discipline pèse plus que l'habitude de chercher des miettes de réaction. Si aujourd'hui tu te demandes quand tu cesseras de rechuter, la réponse est claire, le jour où tu choisiras de ne plus être ton propre obstacle.
Personne ne peut te ravir un avancement qui ne dépend de personne d'autre. Choisis aujourd'hui de ne plus construire tes fondations sur le sable des attentes des autres. Rends-le si irréversible que la seule option soit de continuer à grandir, même si cela fait mal, même si personne ne le voit, même si tu dois le faire seul. Car c'est seulement ainsi que l'avancement cesse d'être un geste et devient ta nouvelle nature. 6. Laisse derrière toi le besoin d'approbation. La vérité inconfortable est celle-ci. Tant que tu cherches l'approbation, tu restes prisonnier. Peu importe combien tu t'efforces de prouver que cela ne t'affecte plus, ni à quel point ton indifférence est convaincante, si au fond tu as besoin de reconnaissance ou de validation, ta liberté n'est qu'une illusion. Il y a un piège silencieux dans ce besoin. Il te convainc que ta valeur dépend du regard des autres, que tu n'es suffisant que si quelqu'un d'autre le confirme. Ainsi, chaque avancée personnelle est contaminée par l'attente d'être vue, applaudie ou même remarquée. C'est une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer et qui consomme ton énergie par petites doses quotidiennes, te volant l'autonomie que tu cherches à construire. Le véritable conflit se déroule en toi. Une partie de ton esprit comprend que tu devrais avancer uniquement pour toi. Mais une autre partie continue d'attendre des signaux externes, un geste qui valide ton processus. Cette contradiction interne est épuisante, une sorte de filtre déformant qui altère chaque réalisation personnelle et la rend incomplète. Le mécanisme est subtil, presque automatique. Chaque fois que tu parviens à résister à l'impulsion de chercher un contact, chaque fois que tu maintiens le silence, apparaît la fantaisie que l'autre observe ta transformation, qu'il reconnaît ce que tu as perdu ou ce qui t'a coûté d'arriver ici. Mais cette pensée révèle la dépendance que tu n'as pas coupée. C'est comme si tu avais un compteur invisible qui ne compte des points que si l'autre les regarde. La vérité est que personne ne peut remplir ce vide pour toi, et continuer à attendre qu'il le fasse est une forme d'auto-sabotage. Accepter cela est inconfortable, car cela t'oblige à regarder en face la partie la plus fragile de ton estime de soi. C'est là que la philosophie stoïque frappe avec toute sa brutalité. Tu n'as aucun contrôle sur l'opinion des autres, ni sur leurs émotions, ni sur le récit qu'ils construisent sur toi. La seule chose que tu peux gouverner est ta réponse, ton processus, ta reconstruction interne. Chaque fois que tu te surprends à imaginer comment l'autre réagirait à ton changement, chaque fois que tu ressens une douleur en ne recevant pas de reconnaissance, souviens-toi de cela. La vraie valeur ne dépend pas de témoins. Tu n'as pas besoin d'un public pour devenir quelqu'un de différent. Tu as besoin de discipline pour cesser de la chercher. L'entraînement commence lorsque tu décides de cesser d'alimenter ce mécanisme automatique de recherche d'approbation. Cela peut faire mal, car cela signifie accepter que la solitude fait partie du processus et que ton avancée devra se soutenir sans applaudissements, sans réponse, sans garantie d'être remarqué. Mais c'est la seule liberté qui ne se renverse pas, lorsque ton standard n'est plus défini par le reflet que tu reçois, mais par la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne va te rappeler chaque jour ce que tu vaux, ni célébrer tes petites victoires internes. Si tu veux un pouvoir réel, entraîne ta capacité à avancer seul, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît. Ta liberté commence là où se termine le besoin d'approbation. Laisse derrière toi cette dette et deviens le maître de ton propre processus. 7. La paix intérieure est ton véritable objectif. Tu te réveilles et la première chose que tu remarques n'est pas le silence dans la chambre, mais cette inertie mentale qui te pousse directement vers ton téléphone. Tu vérifies les notifications, tu cherches des signes. Tu fais mentalement le bilan de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu as gardé pour toi. À ce moment-là, la prétendue tranquillité du contact zéro se révèle être une façade. Derrière l'écran éteint, une anxiété déguisée en autocontrôle continue de battre. C'est ici que l'objectif réel se confond. Souvent, l'impulsion de couper la communication devient une stratégie pour obtenir la paix. Mais en pratique, cela ne fait que reporter le conflit intérieur.
L'erreur la plus courante est de croire que cesser d'interagir avec l'autre équivaut à ne plus porter le poids de la relation. L'esprit, pendant ce temps, continue de fonctionner selon le même schéma. Attente, déception, évaluation constante de ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. Ainsi, même si tu sembles serein à l'extérieur, ton énergie reste hypothéquée à un résultat extérieur que tu ne pourras jamais garantir. En analysant le mécanisme sous-jacent, il est clair que la recherche de paix à travers le silence n'est rien d'autre qu'une distraction. Le stoïcisme le prévient avec brutalité. La paix ne dépend pas de l'élimination des stimuli, mais du changement de la relation que tu as avec eux. Si tes décisions continuent d'être dictées par l'espoir que l'autre réagisse, alors tu n'as pas rompu le cycle, tu l'as seulement maquillé. La prochaine étape logique est de tourner le regard vers l'intérieur et de te poser les questions inconfortables. Quelle partie de toi a encore besoin de preuves externes pour se rassurer? Combien de temps vas-tu encore investir à soutenir cette attente invisible? La paix intérieure ne se construit pas en fuyant les déclencheurs, mais en affrontant l'habitude de chercher validation à la mauvaise source. C'est un exercice de désarmement mental. Identifier combien de fois par jour ta tranquillité dépend de quelque chose qui échappe à ton contrôle, et à partir de là, rediriger l'attention et l'énergie vers ce que tu peux réellement façonner. La conséquence de ne pas faire ce travail est de vivre dans une sorte de prison volontaire où chaque réaction des autres devient un examen qui ne finit jamais. Tu deviens esclave d'un résultat qui, au fond, n'a jamais été entre tes mains. Le véritable progrès n'est pas de cesser de parler à quelqu'un, mais de cesser de te parler à toi-même depuis le besoin d'être remarqué. L'objectif final n'est pas le silence extérieur, mais la stabilité intérieure. Que ton humeur ne fluctue pas au rythme de ce que les autres décident ou ignorent. La paix intérieure commence lorsque tu cesses de mesurer ta valeur par ce qui se passe à l'extérieur. C'est la ligne qui sépare l'auto-illusion de la véritable liberté. La seule stratégie efficace est d'entraîner l'esprit à ne pas réagir à chaque stimulus externe, mais à choisir, avec discipline, dans quelles pensées et émotions tu vas investir ton attention. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de cesser d'être gouverné par ce que tu ne peux pas contrôler. La paix intérieure est un objectif, pas un effet secondaire. Elle n'arrive que lorsque le centre de gravité de ta vie revient à toi, et non au reflet que tu reçois de l'autre. 8. Le véritable pouvoir réside dans tes actes. Je vais être brutalement honnête. J'ai passé des journées entières coincé dans le même cycle, les poings serrés dans mes poches et la mâchoire tendue, croyant que le véritable pouvoir était de me contenir, de ne pas répondre aux messages, de me rendre invisible, de maintenir cette posture rigide comme si c'était une armure. Mais la vérité, c'est que tout ce théâtre semble vide lorsque tu te surprends à regarder l'écran éteint. Lorsque le corps reste rigide et l'esprit ne se repose pas, attendant un signe que ton silence porte ses fruits. Le pire, c'est de sentir comment l'estomac se serre à chaque notification qui n'arrive pas. Comment le cœur bat plus vite lorsque tu traverses la rue et que tu crois voir une silhouette familière. Le contact zéro, dans la pratique, n'est qu'une pause inconfortable si ta tête continue de tourner autour de l'autre. Peu importe combien de fois tu bloques, effaces ou te tais, si tes actes ne changent pas, tu restes esclave de la même nécessité déguisée en contrôle. Le véritable pouvoir n'est pas ce geste tendu d'autocensure, ni l'attente silencieuse d'une reconnaissance. Le véritable pouvoir réside dans ce que tu fais quand personne ne te regarde, dans la qualité de tes actions quotidiennes. Cela se remarque dans les petits détails. La façon dont tu te forces à te lever tôt, même si tu n'en as pas envie, le rituel inconfortable de t'asseoir pour lire ou écrire alors que tu préférerais te perdre dans la distraction. Le pouvoir réel se ressent lorsque tu transformes l'impulsion de chercher des nouvelles sur l'autre en la discipline d'entraîner ton corps, d'apprendre quelque chose de nouveau, de construire des habitudes qui ne dépendent pas de témoins. C'est la différence essentielle. Tu ne dépenses plus ton énergie à alimenter l'attente d'une réaction.
mais tu l'investis pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus capable, de plus cohérent avec la personne que tu dis vouloir être. Il y a une ligne qui ne peut pas être négociée. Tes actes sont les seuls arguments qui comptent. Tu peux raconter 1000 histoires sur ce que tu ressens ou ce que tu penses, mais au final, ce qui te définit, c'est ce que tu fais quand personne ne le valide. La croissance authentique ne laisse pas de place aux justifications ni aux fantasmes de vengeance. Elle se construit dans la répétition inconfortable de décisions qui coûtent, dans la constance que personne n'applaudit, dans la fatigue physique et mentale que toi seul connais. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Personne ne peut te retirer un avancement qui est ancré dans tes propres actes. À ce moment-là, la véritable rupture se produit. Tu cesses de mesurer ta force par la réaction des autres et tu commences à gagner du respect pour toi-même, car chaque action cohérente est une dette de moins envers ton passé. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. La douleur se recycle en discipline. L'anxiété se transforme en clarté lorsque tu te forces à agir, même si ton corps demande à reculer. Tu te reconstruis avec tes actes, pas avec tes intentions. C'est là, et seulement là, que se trouve le pouvoir que personne ne peut te prendre. Lorsque ta vie se remplit d'actions qui s'additionnent, le silence de l'autre devient irrélevant. Tout le reste n'est qu'une illusion de contrôle. C'est dans ce que tu fais, jour après jour, que se joue la seule récupération qui compte. 9. Utilise la douleur comme moteur d'amélioration. La douleur n'est pas une alarme que tu peux éteindre, ni un accident dont tu peux fuir. C'est comme avoir une machinerie interne qui surchauffe chaque fois que tu insistes à regarder du mauvais côté. Tu peux essayer de l'ignorer, de t'anesthésier avec des distractions bon marché ou de faire semblant qu'elle ne t'affecte pas, mais chaque fois que tu évades sa présence, tu ne fais que faire rouiller le mécanisme et te rendre plus maladroit, plus faible. La plupart choisissent le chemin facile, déguiser la douleur avec de la colère, la cacher sous des excuses de fierté ou la transformer en un récit victimiste pour justifier la paralysie. Ainsi, tu te convaincs que ça passera, que le temps guérit, alors que la vérité est que le temps ne fait qu'accumuler des intérêts sur la dette que tu ne veux pas payer. La douleur est le rappel brutal que quelque chose en toi a besoin d'être reconstruit, pas maquillé. Si tu continues à nier sa fonction, tu deviens l'otage d'une blessure qui ne cicatrise jamais. Arrête de chercher des formules rapides pour anesthésier l'inconfort. La douleur, bien utilisée, est le carburant le plus pur que tu as pour un changement réel. Chaque fois que tu l'esquives, tu choisis de te résigner à être la version brisée de toi-même. Veux-tu vraiment continuer à passer tes jours à construire des murs autour de cet inconfort, comme si tu pouvais te protéger contre l'apprentissage qu'il exige? La douleur est le seul conseiller qui ne se laisse pas soudoyer, qui ne répond pas à tes supplications et qui ne disparaît pas simplement parce que tu l'ignores. Sa fonction est de te pousser à agir, à cesser de justifier tes propres chaînes. Si tu oses arrêter de fuir, si tu utilises la douleur comme un moteur et non comme une excuse, tu transformes le poids mort en nouvelle force. La douleur révèle tes points faibles, mais elle te montre aussi exactement où investir ton prochain effort. Beaucoup préfèrent le cercle vicieux de la plainte, le lamentement interminable, la répétition d'histoires, où l'autre est responsable de leur misère. Mais la vérité est que personne ne va te sauver de cette cage. Et le seul qui peut transformer la douleur en croissance, c'est toi. C'est ici que le discours se brise. La douleur ne te donne pas le droit de rester faible, ni d'exiger une compassion éternelle. Elle te donne une occasion unique. Entraîner ton caractère juste à l'endroit où ça fait le plus mal. La douleur est l'outil, pas l'excuse. Arrête de l'utiliser comme prétexte pour ne pas avancer. Si tu l'affrontes de front, si tu la travailles comme si c'était un muscle, chaque jour cesse d'être une condamnation et commence à être un investissement. C'est la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent, même s'ils saignent de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de compréhension ni d'approbation pour utiliser la douleur à ton avantage. Ce qui est nécessaire, c'est que tu cesses de négocier avec ta faiblesse et que tu commences à transformer chaque inconfort en une décision concrète.
changer une habitude, affronter une vérité, construire de la discipline, juste là où tu avais l'habitude de te rendre. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une survie consciente. Arrête d'attendre un soulagement. Utilise la douleur, ou la douleur t'utilise. Là se trouve le seul chemin irréversible. Le véritable pouvoir naît de traverser la douleur les yeux ouverts, pas de construire des châteaux d'évasion. Ose être brutalement honnête. La douleur que tu ne transformes pas devient ton geôlier, mais la douleur que tu travailles te rend maître de ton destin. 10. Surmonte, ne manipulez pas. Surmonter n'est pas la même chose que manipuler. Celui qui manipule ne surmonte jamais. Peu importe la stratégie que vous utilisez, si votre silence ou votre absence cherche toujours à provoquer une réaction, vous n'avez pas avancé d'1 millimètre. À l'intérieur, le mécanisme est toujours le même. Une partie de vous veut prouver que cela ne vous fait plus mal, tandis qu'une autre reste obsédée par le pouvoir qu'elle peut récupérer à travers un contrôle subtil. C'est ainsi que se met en place le piège mental. Vous croyez que vous gagnez parce que l'autre ne sait rien de vous, mais en réalité, vous ne faites que retarder votre propre liberté. Chaque fois que vous passez en revue vos propres actions à la recherche de signes d'impact, vous devenez l'otage de l'attention des autres. C'est ici que se joue le plus dangereux des auto-illusions. L'illusion que vous pouvez guérir tout en maintenant l'autre comme référence invisible de votre valeur. Il n'y a pas de victoire dans le silence qui attend d'être remarqué. Le seul véritable progrès se produit lorsque peu importe si l'autre le perçoit ou non. L'esprit, dans ses couches les plus profondes, est expert pour déguiser le besoin de vengeance en stratégie d'auto-surmontement. Vous vous répétez que vous le faites pour vous, mais chaque pensée tourne autour de l'idée que l'autre le remarque, que quelque chose change à l'extérieur avant de changer à l'intérieur. Cette dépendance psychologique est la véritable fracture dans votre processus. Tant que vous cherchez à contrôler, punir ou manipuler, vous continuez à alimenter la même faiblesse que vous dites vouloir surmonter. Le stoïcisme ne vous demande pas de cesser de ressentir. Il exige que vous assumiez que le seul terrain qui compte est celui que vous maîtrisez en vous. Celui qui cherche à manipuler renonce à son propre pouvoir. Il n'y a pas de raccourci. Soit vous choisissez de grandir, soit vous choisissez de contrôler, mais jamais les deux en même temps. Surmonter exige que vous vous posiez, de manière brutalement honnête, la question de pourquoi vous continuez à mesurer vos progrès en fonction de la réaction des autres. Le désir de manipuler n'est qu'un masque de plus pour l'insécurité, un autre filtre qui déforme votre perception et vous maintient piégé dans des cycles d'attente et de déception. La véritable surmonte se produit le jour où vous cessez d'utiliser la douleur comme levier pour faire bouger l'autre et la transformer en carburant pour vous reconstruire. Le seul résultat irréversible est celui qui ne dépend ni de témoins ni de victimes. Ainsi se libère le fardeau, lorsque vous n'avez plus d'intérêt à provoquer, seulement à évoluer. La vraie liberté est de cesser de jouer sur deux tableaux. Si votre objectif est de guérir, faites-le parce que votre intégrité l'exige, pas parce que vous attendez que l'autre se plie. Voici la dernière frontière. Surmonter, c'est cesser de négocier avec le passé et commencer à investir, en toute conscience, dans l'avenir que vous choisissez de construire. Celui qui manipule vit enchaîné à des réactions externes. Celui qui surmonte ne répond qu'à lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».